Bonsoir, je suis ravi de vous retrouver pour une nouvelle saison du club Le Figaro Culture où nous allons parler de littérature, de théâtre, de musique, d'art, de séries télé et bien sûr de cinéma. Et nous commençons cette saison justement par le cinéma parce que l'actualité en cette fin du mois d'août est particulièrement riche. Nous parlerons tout d'abord de la dernière Palme d'Or du Festival de Cannes, Anatomie d'une chute, qui rencontre un succès incroyable. Est-ce que c'est un succès mérité ou non? Je poserai la question à mes 4 invités. Je leur demanderai aussi de revenir sur cette vague qui a déferlé sur toute la France cet été, la vague Barbenheimer, du nom des 2 gros blockbusters américains de cet été, Barbie et Oppenheimer, qui ont trusté près de 50% des entrées. Je leur demanderai aussi s'il n'y a pas eu quelques villages gaulois qui ont résisté à cette vague. Et puis en fin d'émission, nous ferons un tour d'horizon des films les plus attendus de la rentrée. Les films du mois de septembre, la vague Barbenheimer et ceux qui lui ont résisté, la Palme d'Or, c'est le menu de ce club Le Figaro Culture et c'est tout de suite après le générique. Bonsoir Olivier Delcroix. Bonsoir Jean-Christophe. Vous êtes rédacteur en chef aux pages culture du Figaro. Vous vous occupez naturellement de cinéma en particulier. Vous devez être très content parce que le cinéma américain que vous aimez beaucoup a passé un très bel été. Exactement. Bonsoir Valérie Beck, vous êtes journaliste culture au Parisien Week-end notamment et puis bientôt pour quelques semaines dans le Figaro Magazine. Bonsoir. Pour suppléer à notre amie Clara Géliot qui est en train de digérer un heureux événement. Bonsoir Étienne Sorin, vous êtes journaliste culture au Figaro, vous aussi. Vous revenez, non, vous partez dans quelques heures au Festival de Venise, si je ne m'abuse. Donc vous nous raconterez tout ça à votre retour. Et bonsoir Stéphanie Belpech. Bonsoir. Vous êtes reporter aux pages culture du JDD, vous occupez un peu de tout, mais notamment de cinéma, et vous aimez particulièrement le cinéma de genre. Absolument. On va peut-être en parler à l'occasion de ce club que nous allons ouvrir avec la Palme d'Or du dernier Festival de Cannes, Anatomie d'une chute de Justine Triet avec Sandra Hüller et Swan Arlo. Un film qui est à la fois un film de procès et un drame conjugal qui est sorti il y a exactement une semaine et qui rencontre un immense succès. Un succès qui n'était pas évident, puisque vous vous souvenez qu'il y avait une petite polémique, non pas par le film, mais par sa réalisatrice, qui avait tenu un discours très violent contre le gouvernement, la réforme des retraites, lors de la remise de sa Palme d'Or au Festival de Cannes. Olivier Delcroix, avant de parler du film, justement, vous l'avez rencontrée. Vous êtes revenu sur ce sujet avec elle, vous l'avez rencontré pour le Figaro il y a quelques jours. Exactement. Elle en parle. Ça fait un petit scandale quand même. Et carrément. Et là, en fait, à un moment donné, quand vous vous retrouvez face à elle et que vous lui posez la question, vous vous dites je ne peux pas m'empêcher de vous la poser, cette question. Donc, alors après, elle me dit je vais faire très court. Et en réalité, on y restait quand même 20 minutes. Hein, donc, elle avait plein de choses à dire. Ouais. Elle le sait très bien. Après, effectivement, elle le dit clairement, elle assume. Mais après, elle a réfléchi à cette prise de position. Elle campe un peu sur les siennes. C'est-à-dire qu'effectivement, elle a tout à fait dit ce qu'elle avait à dire, ce qu'elle avait sur le cœur. Donc, elle a fait un discours anti-Macron. Elle l'assume. Et en même temps, derrière ça, elle dit, c'est marrant, parce que quand Ken Loach, lui, il prend la parole à Cannes pour faire un discours contre son gouvernement, la France l'applaudit, et évidemment, la Grande-Bretagne, un peu moins. Et puis après, effectivement, derrière tout ça, elle me dit, c'est pas pour moi que je me bats, c'est pour les générations futures, c'est pour le cinéma d'auteur indépendant français, et c'est vers eux aussi que j'adresse mes pensées. Donc, elle a un discours assez structuré. Que les gens puissent être choqués par le après, fait de cette prise de parole à ce moment-là. Évidemment. Je pense que, comme elle me disait, moi je ne m'attendais pas du tout à avoir ce prix-là. Quand on m'a rappelé le soir ou le matin de la cérémonie, on m'a dit c'est pas la peine que tes comédiens ou que toute l'équipe reviennent. Donc en fait, tu peux revenir toute seule. Là, elle s'est dit c'est un petit prix, donc elle a commencé à rédiger ça dans le train visiblement, et puis elle était sous le choc. C'est ça qu'elle me raconte. Après, voilà, effectivement, elle se rend bien compte que moi, la chose qu'elle m'a dite et qui est assez touchante, elle me dit oui, je voudrais pas qu'on en parle trop parce qu'après ça peut desservir la carrière du film. Alors, une demi-heure plus tard, on y était toujours. Ouais, mais justement, la carrière du film n'est pas du tout desservie, puisqu'elle a fait un très très beau démarrage. Il est sorti il y a 8 jours. Je crois que les distributeurs envisagent de dépasser le million de spectateurs, ce qui est assez rare pour une Palme d'Or, parce que généralement les Palmes d'Or ne rencontrent pas un grand succès populaire. Stéphanie, cette réalisatrice, vous la suivez depuis le début, depuis ses premiers films. Oui. Ça vous a étonné? Elle a passé un cap avec ce film, selon vous, ou pas? Moi, je trouve que c'est son meilleur film à ce jour.
Et en plus, il y a vraiment une cohérence par rapport à ces 3 précédents films qui étaient La bataille de Solferino, Victoria et Sibylle, puisqu'on a encore un portrait de femme complexe, voire antipathique, dont on ne nous donne pas les clés, en fait. Et ce qui est intéressant, c'est qu'elle filme de manière à nous... Elle ne nous prend pas par la main, en fait. Elle filme de manière à ce que nous, on se projette aussi dans une position de juré. On écoute toutes les histoires qui nous sont racontées et on essaye de trouver la vérité parce qu'elle se dérobe tout le temps. Et donc, ça sera forcément subjectif. Et je trouve que l'écriture, elle est d'une finesse et d'une intelligence. Elle a coécrit avec son compagnon Arthur Harari, qui avait fait Onoda. Onoda, qui était extraordinaire. Magistral, qui était vraiment magistral. Et Sandra Hüller, elle est stratosphérique dans le film. Moi, je lui aurais donné le prix d'interprétation, personnellement. Mais voilà. Alors, avant de continuer, je vous propose qu'on regarde quand même la bande-annonce, puis on va un petit peu aller sur l'histoire de ce film, donc Anatomie d'une chute. Tu m'as dit que t'avais entendu tes parents, maman, t'es sortie de la maison, c'est ça? En fait, j'entendais pas vraiment les mots, j'avais que des bouts de voix, mais ça faisait... oui, mais non, si t'avais pas les mots, du coup, tu peux pas savoir si c'était une dispute ou pas. Enfin, je sais ce que j'ai entendu. So, as you know, the autopsy report is inconclusive about the cause of death. Stop. I did not kill him. That's not the point. Il parle de tromperie. I was honest about it. Mais vous l'avez pas été l'année de sa mort avec cette fille avec qui vous l'avez trompé, pourquoi? Il y a quand même quelque chose d'un peu étrange dans cette situation. Vous admettez qu'il était jaloux? No, I don't know. No. Allez, écoutez-vous, on a l'impression que vous l'avez trompé continuellement. Quand il commence à se reprocher des trucs, moi je préfère m'en aller. Tu peux pas me dire qui était le plus énervé des deux? Non. Est-ce que vous pouvez nous dire à quoi il fait référence quand il parle du pillage de son œuvre? That's not true. Vous aviez déjà frappé votre mari? Non. Non, jamais. C'est bien ce qui s'est passé. T'as pas pu les entendre s'ils parlaient calmement. J'ai confondu. T'as confondu. I'm innocent, you know that, right? Anatomie d'une chute de Justine Triet avec Swan Arlo et Sandra Hüller notamment. Étienne Sorin, vous qualifiez ça plutôt un film de procès ou un drame conjugal, ou les deux? Les deux, et ce qui est très malin, c'est de traiter le couple, mais à travers un film de prétoire, film de procès, qui est un genre qui est quand même très codifié, et pas que américain d'ailleurs. Il y a eu des films de procès en France et dans d'autres cinématographies. Voilà, mais c'est vrai qu'on a la référence plutôt du film américain. Oui, Autopsie d'un meurtre, Preminger. Voilà, que Trier d'ailleurs connaît par cœur, hein, elle le cite, même si évidemment là elle inverse un peu les rôles, puisque le suspect n'est pas un homme mais une femme. Et donc elle revendique d'ailleurs d'avoir... elle revendique surtout d'être plutôt réaliste sur ce qu'est un procès en France, et avec ce côté un peu désordonné, chaotique qu'il peut y avoir dans un procès, pas du tout comme parfois le cinéma américain le montre de manière très protocolaire, et c'est la force du film d'ailleurs, d'être très incarné, très vivant. Peut-être rappeler en 2 mots l'histoire. En 2 mots, c'est une Sandra Hüller qui interprète une écrivain allemande reconnue. On comprend qu'il y a une première scène d'exposition qui est assez étonnante, qui dure un quart d'heure à peu près, où elle donne un entretien à une étudiante qui vient pour faire une thèse sur elle. Dans un chalet. Isolé dans la montagne. Le mari est au premier en train, soi-disant, de travailler, mais on entend, il met plutôt la musique à fond d'ailleurs pour perturber l'entretien. Donc elle plante le décor et on comprend donc qu'elle est une écrivain reconnue. Et là, il y a une ellipse, évidemment, et le mari est retrouvé écrasé sur le sol. Et la question, c'est est-ce qu'il s'est suicidé, ou est-ce qu'il a été poussé ou frappé, et est-ce que c'est un homicide? Et Sandra Hüller donc, va être suspectée de l'avoir tué. Et va commencer un film de procès très passionnant, et qui est à la fois un prétexte pour parler du couple, pour disséquer les dynamiques, les ressorts d'un couple. Et le film d'ailleurs est pas très tendre sur le couple, très violent, enfin. Et même à la fois très violent, tout en n'étant pas plombant. Donc c'est quand même la force du film, d'avoir du nerf, et en même temps on peut aller le voir en couple, c'est même plutôt intéressant, mais le film est à la fois dur. Ça vécu ça, Étienne Sorin. Tout à fait. Il faut aller le voir, pour voir. Mais avec sa femme ou avec qui vous voulez en couple, et en parler après.
en débattre, hein. Mais c'est la force du film, ouais, d'être à la fois très, très dur, très âpre, hein, et en même temps pas plombant et plutôt revigorant, quoi. Valérie Beck ? Alors, effectivement, je suis tout à fait d'accord avec ce qui a été dit. Ce qui est passionnant dans le film, c'est un portrait d'une femme. Il y a le grand déballage aussi, puisque comme on juge cette femme, savoir si elle a tué son mari, c'est le grand déballage du couple, et elle reste mystérieuse jusqu'au bout. Donc je trouve qu'il y a vraiment une finesse. Il y a une scène, on ne va pas trop en parler, mais dans la cuisine, une dispute aussi, qui est, je trouve, un passage magnifique du film. Mais j'ai aimé que jusqu'au bout, en fait, on ne sait pas du tout qui elle est. Il y a ce mystère qui est très fort. Et moi, j'ai aussi beaucoup aimé son fils. Je trouve qu'il y a un côté... Leur fils, ouais. Qui a un rôle central dans l'histoire. On entendait les notes de piano dans la bande-annonce. Il y a presque un côté dramatique, tragédie grecque, un peu comme un oracle. Enfin, voilà, les chœurs qui scandent le film, parce que sinon, il y a très peu de musique. Il est d'une sobriété incroyable. Et il y a cet enfant au piano, en plus, comme il est malvoyant, avec un regard un peu opaque, un peu comme un oracle. Et il y a cette tension qui monte. Je trouve que c'est excessivement bien joué, excessivement bien pensé. Swan Arlo, qui est pour moi un des meilleurs comédiens... Jeune comédien français. Jeune comédien français que j'ai trouvé vraiment magnifique aussi. Donc voilà, c'est un vrai film de procès. C'est l'anatomie d'une chute, donc l'anatomie d'un couple. Voilà, sur la c'est la chute de l'homme qui meurt, et puis la chute peut-être de ce couple. En tout cas, en train de se déliter, qui est une chute beaucoup voilà. disséquée. Disséquée, parce que voilà, les rapports sont peut-être un peu inversés. Les rapports, même son rapport à leur fils, le rapport maternel, paternel, la charge de travail, et sans être caricatural du tout. Alors je veux pas, on en parle beaucoup comme d'un film féministe. Je trouve que c'est presque le réduire à quelque chose. C'est pas du tout féministe, mais voilà, je trouve que c'est très bien pensé. Mais est-ce que le mystère de cette femme, Olivier Delcroix, vient pas aussi du fait qu'elle parle en allemand, en anglais, en français ? On voit pas très bien. Enfin, déjà, c'est une identité curieuse, parce que c'est une Allemande qui est venue s'installer en France, mais ils parlent en anglais parce qu'ils ont vécu à Londres. Et ça rajoute en fait, elle maîtrise pas bien le français non plus. D'ailleurs, elle demande pendant le procès, à un moment donné, est-ce que je peux parler en anglais ? C'est ça, c'est une romancière. Et effectivement, quelque part, tout ça, en prenant du recul, on se rend compte que c'est un film sur le langage. Le langage du couple, le langage tout court, et les mots ont un sens. Et même le langage du corps, parce qu'effectivement, le corps, la façon dont il est tombé, on essaie d'analyser si c'est un suicide. Vous avez tout à fait raison. Tout est question de langage dans le film. Le langage cinématographique aussi. Elle fait à la fois un film de prétoire, mais aussi un film de genre. D'ailleurs, elle le reconnaît très bien. Le début, il est emprunté à Stephen King, il est emprunté en réalité à la fois à Misery et à la fois à Shining. Donc c'est très bien, c'est le chalet isolé, c'est l'écrivain qui s'isole pour retrouver l'inspiration et qui évidemment, pensant trouver la solution, est à l'origine du mal. C'est-à-dire que cette isolation, et puis il y a Danny, donc le petit Daniel, en fait, c'est le Danny de Shining. Donc il y a quelque part aussi, de la part de Justine Triet, l'envie de faire un film de genre et de mélanger tous ces genres. Avec beaucoup de références, mais qui sont assumées, et qui sont digérées, en tout cas, digérées, et avec cette mise dans la en scène. Copie. Exactement, oui. Vous vouliez peut-être parler de Sandra Hüller, l'actrice, qui était d'ailleurs dans un précédent film de Justine Triet, Stéphanie Belpech. Dans Sibylle. C'était juste une séquence filmée, je crois. Elle était réalisatrice, elle est la réalisatrice dans le film. Oui, mais oui, c'est ça. C'est une actrice extraordinaire qui porte quand même ce rôle. Elle est extraordinaire, moi je la trouve. Puis en plus, à Cannes, elle était à l'affiche du film de Jonathan Glazer, The Zone of Interest. Et de ce film, donc elle avait quand même de bonnes chances d'avoir le prix d'interprétation. Elle ne l'a pas eu dans les deux cas, mais c'est vrai que... Et c'est surtout Tony Erdmann. Tony Erdmann, on l'avait découvert dans Tony Erdmann de Marina 2, qui était un film incroyable, dans lequel je trouve qu'elle a un masque, en fait, c'est impressionnant quand même, la manière dont elle ne laisse transparaître aucune émotion. Une ou deux fois quand même, on sent qu'elle est au bord du craquage, mais... c'est quand même pas évident de se faire sa petite idée à la fin. Enfin, d'ailleurs, je pense qu'on l'a tous... à la fin, tout le monde se dit, bon alors elle est coupable ou elle est innocente. Ce qui est marrant, c'est que tout tient autour d'un enregistrement sonore. En fait, donc il n'y a pas d'image. Et c'est très finot de la part de Justine Triet, parce qu'en réalité, c'est 12 minutes d'enregistrement sonore. La scène de ménage, en gros, la dispute, qui dans tous les films de prétoire est un moment de révélation,
eh bien, il n'y a pas d'image. Il n'y a pas d'image, donc en fait, on se fait son son. Et c'est peut-être même presque plus fort d'imaginer, à partir d'un enregistrement sonore, toutes les émotions, toutes les révélations. Alors après, effectivement, c'est ce que dit l'héroïne, on ne réduit pas non plus un couple à 12 minutes de dispute sur un enregistrement sonore. Tout tient, en fait, la culpabilité ou la manière d'acquitter l'innocence à ces 12 minutes hors du commun, où tout d'un coup, sont comme un précipité chimiquement pur, réduit le couple de l'homme et de la femme. C'est terrible. Alors, je vais faire mon pénible, mais ce couple admirablement disséqué, de manière clinique, vous l'avez tous dit. C'est Charcot. Est-ce que c'est pas, oui, alors justement, est-ce que c'est pas au détriment de l'émotion, Étienne Saurin? Est-ce que vous ne trouvez pas que ça manque quand même un petit peu d'émotion? C'est magnifiquement fait, magnifiquement interprété. Il faudrait citer aussi Antoine Reynards, qui joue l'avocat général, qu'on a vu dans l'extrait, qui est fabuleux. Mais est-ce que vous avez été ému par ce film? Oui, parce que, en fait, et Valérie l'a dit un peu, le vrai héros du film, quelque part, c'est l'enfant. C'est vrai que Sandra Hüller, elle ne suscite pas beaucoup d'empathie, elle intrigue, elle est opaque, et c'est le tour de force, la très belle idée du film, c'est la plaidoirie finale, en fait, elle n'est pas dite par l'avocat, elle est dite par l'enfant. Et on ne va pas raconter, évidemment, la teneur de ce qu'il raconte. Mais en fait, voilà, l'émotion, elle arrive par Daniel, plutôt. Cet enfant malvoyant et qui est difficile à cerner, mais voilà, et le fait que le film a eu du succès, parce que d'abord, dès le Festival de Cannes, il faut le dire, c'est quand même une Palme d'Or qui a été aimée dès le départ. À Cannes, il y a eu quand même alors on peut dire, c'est consensuel, nanana, sauf que voilà, c'était quand même plutôt rare de sentir les critiques avec des profils très différents, mais avoir vraiment apprécié cette Palme d'Or, alors qu'il y a des Palmes d'Or beaucoup plus clivantes, et tant mieux d'ailleurs, Sans filtre l'année précédente de Urban Östlund, il y en a qui adoraient, il y en a qui détestaient, et là, dès le palmarès à Cannes, on a senti que c'était quand même une Palme d'Or, enfin un film qui parlait à beaucoup de monde, parce que bon, le couple, c'est quand même un thème universel, mais l'émotion, pour répondre à votre question, à mon avis, elle arrive par l'enfant, et qui n'est pas un second rôle, quoi, qui est en fait le cœur du film. Voilà. Donc c'est fait une belle pêche, vous êtes d'accord? C'est la Palme d'Or qu'il fallait cette année pour Cannes? Alors oui, moi j'ai aimé les deux, et The Zone of Interest aussi. J'avais vraiment ces deux favoris avec l'actrice commune. Donc j'étais très, très contente que Justine Triet, troisième femme et deuxième française, a remporté la Palme d'Or. Très bien, très bien, très bien. Je vous propose qu'on continue à exploiter le sujet du couple avec un couple iconique, celui de Barbie et Ken. Parce que cet été, vous avez été, je crois, plus de 5 millions à voir Barbie de Greta Gerwig, voilà, avec Margot Robbie, film qui a rencontré un grand succès, tout comme Oppenheimer dans un autre genre, au point qu'on a parlé de cette vague Barbenheimer. Est-ce que vous avez compris, les uns et les autres, le succès concomitant de ces deux films qui n'ont pourtant, honnêtement, pas grand-chose à voir, sinon, hors cinéma, le marketing particulièrement réussi? Étienne Saurin. Si vous me donnez la parole. Mais si vous me la rendez après, je vous la prête. Merci beaucoup, prêtez-la moi. Oui et non, parce que... oui, parce qu'ils ont cristallisé une envie de retourner au cinéma de beaucoup de spectateurs qui peut-être ne l'avaient pas fait post-Covid, d'après la pandémie, même s'il y avait eu quand même des succès, voilà. Mais là, il y a une espèce d'effet d'envie de retourner au cinéma collectivement, en masse, en nombre, avec ce phénomène un peu délirant et aberrant de Barbenheimer, avec certains qui prétendaient aller voir les deux films à la suite, ou surtout sur les réseaux sociaux, on a pu voir... Les gens qui ont deux cerveaux, hein. Mais, non mais... on peut... l'a fait. Ah oui? Eh oui. Non mais voir les deux films, moi ça me pose aucun problème, d'ailleurs ça m'est arrivé, mais de les regrouper comme ça de manière un peu aberrante, bon, c'est un peu une drôle d'idée. Mais donc oui, ça m'a étonné quand même ce phénomène, et en même temps, c'est deux films très excitants, enfin c'est deux films que pour peu qu'on aime le cinéma, on avait très envie de les voir. Barbie, écrit et réalisé par Greta Gerwig, ça avait l'air quand même totalement délirant, avec Ryan Gosling en Ken et Margot Robbie en Barbie. Voilà, il se trouve que le film, moi, m'a beaucoup plu, enfin m'a fait rire, la satire est très drôle. Et à l'opposé, Oppenheimer, c'est pas très riant, mais c'est très, très passionnant ce que ça raconte.
même si le film est long, un peu redondant, très bavard, enfin voilà. Et d'ailleurs, le succès me surprend quand même du Nolan, quelque part, qui n'est pas un film... Les deux, les deux succès sont surprenants. Les deux sont quand même étonnants. On attendait quand même plutôt Tom Cruise et Harrison Ford. Ouais, oui, c'est ça. C'était les blockbusters plus popcorn movie de l'été. Et à l'arrivée, on a quand même 2 films d'auteurs et de metteurs en scène, avec malgré tout des signatures. Et voilà, mais qui ont répondu à une attente, ou qui ont créé un désir en tout cas, et tant mieux. Quoi. Mais, Valérie Beck, en tant que blonde, vous avez la priorité pour parler de Barbie. Eh ben, en tant que blonde, je peux être une surprise. En fait, il y a une chose que j'ai adorée dans ce film, c'est sa bande-annonce. En gros, parce que tout est dans la bande-annonce, et en plus elle est courte. Le film aussi, quand même. Et le film, je l'ai trouvé tellement ennuyeux, pour tout vous dire, que je l'ai trouvé très long. Ouais. Et en fait, il y a la bande-annonce est forcément brillante. Enfin, elle donne envie de voir le film, c'est le but des bandes-annonces. Et toutes les gags, les idées sont dans la bande-annonce, et à côté, je trouve ça creux. Donc je comprends absolument pas cet engouement. Mais là aussi, on a parlé de films féministes. Vous n'êtes pas d'accord non plus avec cette idée de film féministe ? Pas du tout, c'est faussement féministe. Le message féministe du film, c'est quoi ? C'est toutes les petites filles peuvent vivre tous leurs rêves, peuvent faire ce qu'elles veulent de leur vie grâce à Barbie. Déjà, je trouve ça complètement caricatural. Ouais. Je veux dire, tous autour de cette table, on n'a pas décidé de notre vie parce qu'on avait une Barbie qui avait cette effigie-là. Le girl power, qui est très à la mode aujourd'hui, pareil, je trouve ça complètement caricatural. Ce qui est drôle dans le film, c'est dénoncer le patriarcat. C'était la bonne idée du film. Sauf que je trouve qu'elle n'est pas du tout exploitée. Ou Barbie, dans notre monde, quand elle bascule de l'autre côté, je pense que je peux raconter tout le film, tout le monde l'a vu. Donc là-dessus, il n'y a pas de souci. Même la fin. Donc voilà, il y avait quand même 2 bonnes idées. Barbie dans le vrai monde et Ken qui découvre le patriarcat. Il y a plein d'idées quand même. Voilà, c'est là où c'est pas grave de résumer l'intrigue. Voilà, c'est mon côté blonde, j'ai pas compris les Stéphanie Belpage, je n'ai pas tout à fait blonde, donc vous avez le droit de répondre. Vous avez aimé ? Alors, moi, j'ai beaucoup aimé. Et effectivement... Pourtant, c'est pas un film d'horreur, mais vous avez aimé quand même. Non, mais en même temps... Quoique. Sur le patriarcat, ça s'apparente tout de même. Non, mais c'est vrai qu'il ne faut pas se fier aux apparences, finalement. On peut penser que c'est un film décérébré, mais moi, j'ai trouvé que c'était extrêmement intelligent et profond, en fait. Alors, navré, on n'est pas en phase sur ça, mais effectivement... Alors, Greta Gerwig, elle est connotée avec son engagement féministe chevillé au corps depuis tous ses films, et on savait de toute manière que ce serait un peu démonstratif, ça c'est sûr, dans les dialogues. Mais ce que ça dit quand même sur le sexisme, sur les stéréotypes, elle y va vraiment, quoi. Enfin, c'est vraiment au vitriol. Ryan Gosling qui joue Ken, il a longtemps hésité. Hein. Ouais, parce qu'il est tellement ridiculisé. Il a hésité 8 mois avant d'accepter le rôle parce qu'il se disait quand même c'est périlleux. Bah oui. Ah, il y va loin dans l'autodérision. Il est très très drôle en blaireau intégral. Il n'hésite pas à se ridiculiser quand même. On apprend que Ken n'a pas de pénis d'ailleurs à l'occasion. Et Margot Robbie, elle est formidable aussi. Et ce que j'aime, l'idée, c'est finalement Barbie qui traverse une crise existentielle et qui d'un coup a l'angoisse de la mort. Et qui d'un coup devient... Mais c'est une très bonne idée, mais comme dit Valérie Beck, est-ce qu'elle est vraiment exploitée moi, je trouve que oui, parce que c'est l'accomplissement de soi, et surtout, ça parle de la condition humaine, en fait. C'est surtout, en fait, au-delà de tout ça, des sketchs avec des degrés, des strates d'humour incroyables. Parce que si on peut toujours revenir sur l'idée de pourquoi ces 2 films ont marché, ils ont une seule chose en commun, c'est que c'est de la bombe. Il y a quelque chose, n'est-ce pas? C'est pas mal, l'idée. Il y a une bombe qui est Barbie et l'autre qui est la vraie. Trinity. Voilà, Trinity. À part ça, c'est vrai que ce qui est amusant, c'est de pouvoir rire d'un phénomène aussi étonnant qu'une poupée Barbie, qui est transgénérationnel. Moi, il se trouve que dans ma famille, même de mes gamins à ma mère, donc il y a 80 ans, tout le monde a voulu y aller. Il y avait une envie. Ouais. Après, effectivement, on s'est écharpé sur le film. Mais on a ri, on a froncé les sourcils, et toutes ces strates d'humour ont été bénéfiques, en fait, au film. Alors, à propos d'humour, il y a quelques films français qui ont résisté à cette vague, et notamment le nouveau film de Quentin Dupieux, Yannick, Étienne Sorin, que vous avez, je crois, beaucoup aimé.
Ouais, qui est très bien. Et qui a un certain succès. Qui a pris... Qui était tourné en 8 ou 10 jours. Il l'a fait très rapidement. Alors, il l'a fait avant Dali, le film sur Dali, qui va être présenté hors compétition à Venise, mais qui sortira bien après. Et il se trouve qu'il avait du temps, et il avait un acteur qui lui a tapé dans l'œil, qui est Raphaël Quenard. Donc, il le dit clairement, hein, il avait envie d'écrire pour lui et de faire un film pour lui. Et il a bien fait, parce que Raphaël Quenard, il est quand même assez incroyable dans le film, hein. Et voilà, c'est à la fois du pur du pieux, et en même temps, quand même, son film le plus cohérent, le plus abouti, quelque part, qui dure 1 heure et des poussières. Enfin, du coup, il fait vraiment très long, mais là, il y a une brièveté, mais le film est très tenu, avec un argument qui est très ténu, qui est une pièce de boulevard totalement nulle, le cocu, et dans le public, il y a ce pauvre type Yannick, qui est gardien de parking, et qui va se lever à interrompre la pièce en disant c'est pas possible d'endurer un supplice pareil, et qui va prendre à son compte, perturber le spectacle. C'est à la fois très drôle, très féroce et très noir. C'est une farce très critique sur le monde, très politique, sur la lutte des classes, enfin voilà, assez mélancolique et désespéré aussi. Et aussi d'ailleurs critique sur les artistes. Enfin, et en fait, il se lève, il dit attendez, moi je fais une demi-heure de RER pour venir voir, j'ai payé ma place 30 ou 40 euros, et je suis venu là pour me divertir, et je me divertis pas, donc qu'est-ce qui se passe? Tout à fait. Dupieux, il pointe là quand même le fait que les artistes peut-être se posent parfois pas assez la question du public. Alors il prend le théâtre, mais en cinéma, ça peut être le cas quand vous avez un réalisateur prétentieux qui tourne un film ou nul ou totalement hors sol, on va dire. Et tout ça est fait avec évidemment beaucoup d'humour et très malin. Et le film, apparemment, plaît beaucoup. Enfin, il résonne parce qu'il raconte, au-delà de la blague... 300 000... 250 000, et oui, ça va aller... Et puis Pio Marmaille et Blanche Gardin sont assez... il lui donne la réplique très bien. Pio Marmaille s'est fait le look de Patrick Devers, ce que j'ai trouvé formidable. Effectivement, il a cette espèce de dégaine, de révolte, de violence, et Raphaël Quenard, en fait, lui tient la dragée haute, et c'est amusant de s'apercevoir que même à l'intérieur du film, on a un duel d'acteurs aussi, parce que quelque part, c'est ça, il y a de la jalousie entre les acteurs, on voit très bien que dans Yannick, c'est aussi le problème, et quelque part, en brisant le 4e mur, et en faisant de cette pièce de théâtre ce personnage de gardien de parking qui prend une salle en otage pour pouvoir écrire une pièce de théâtre qui va lui donner du baume au cœur, on est dans cette espèce de lutte entre le type établi, le Pio Marmaille, qui fait du vrai théâtre, et puis ce type qui tape sur sa machine à écrire quelques gags pourris. Puisque vous avez la parole, gardez-la. Vous êtes intéressé aux algues vertes. Ah oui. Je crois que c'est une bande dessinée, on en avait parlé ensemble. Exactement, c'est un roman graphique au départ. Qui a été adapté. Et qui a rencontré un succès incroyable, notamment en Bretagne, évidemment. Mais bien sûr, parce qu'en fait, c'est un film, c'est le film de Jolivet. Moi, je suis le cinéma de Pierre Jolivet depuis des années. Je trouve qu'en fait, il est d'une grande fidélité à son propre art, à sa mise en scène, très sobre, et c'est une enquête. Je trouve que Céline Salette incarne parfaitement cette enquêtrice dans cette Bretagne, sur ce secret en fait qui ne veut pas sortir. Et Les algues vertes, et oui, c'est un film qui a intéressé les Français, qui continue à l'intéresser sur cette espèce de pollution. Et quelque part, en prenant du recul, on s'aperçoit que c'est la politique industrielle bretonne des années d'après-guerre qui est à l'origine de cette pollution sourde qui est en train de mettre à mal tout le littoral breton, et je trouve que c'est fait avec beaucoup d'entêtement, beaucoup d'honnêteté, et le propos en fait aurait pu être écolo-militant, mais il ne l'est pas. On dépasse ça. Et comme la BD était aussi très documentée. C'était très documenté, très puissant, et on sort de là, on est quand même un peu en colère. C'est marrant, c'est un film. Moi, je suis sorti de là, je bouillonnais. En plus, étant de Saint-Malo, je me suis dit, bon sang, mais c'est pas vrai. On nous cache tout, on nous dit rien. Et vous êtes près de 500 000 à partager ce point de vue, Olivier Delcroix. On quitte un peu la France, Stéphanie Belpech. Vous avez vu plusieurs films que vous avez beaucoup aimés, qui ont un peu résisté à cette vague, qui par ailleurs perdure. La semaine dernière, c'était encore Barbie et Oppenheimer qui étaient en tête des entrées, même si je pense que Anatomie d'une chute va passer devant. Plusieurs films étrangers qui vous ont beaucoup plu en cette fin du mois d'août ?
Alors, surtout Fermer les yeux de Victor Hérissé, qui est un événement à lui tout seul, puisqu'en fait, ça faisait 30 ans qu'il n'avait pas fait de film. Donc c'est un réalisateur C'est un octogénaire espagnol qui a fait 4 films en 50 ans de carrière. Enfin, c'est vraiment quelqu'un de rare. Ah. Et là, c'est assez extraordinaire, parce que 20 ans plus tôt, on est sur un plateau de cinéma, le réalisateur voit une dernière fois son acteur principal, et ce dernier disparaît mystérieusement. On ne sait pas ce qui lui est arrivé. Est-ce qu'il s'est suicidé? Est-ce qu'il a été tué? Est-ce qu'il a disparu de son plein gré? Et en fait, cet homme-là, on le retrouve 20 ans après, et une émission de télévision va le faire revenir sur ce qui est devenu un fait divers, et lui-même va mener sa propre enquête, et en menant sa propre enquête, s'interroger sur son propre passé, en fait. C'est à la fois un autoportrait de ce personnage, et effectivement, une enquête policière. Et ce qu'il y a de fou dans ce film, mais vraiment, qui est une merveille absolue, enfin moi je trouve que c'est un chef-d'œuvre, c'est que pendant 3 heures, le tour de force, c'est de réussir à nous captiver avec une caméra statique, des dialogues souvent entre 2 personnages uniquement qui racontent leur vérité, c'est-à-dire les témoignages de cette disparition. Et voilà, pendant 3 heures, en fait, on écoute uniquement ces gens parler. La puissance de la mise en scène et la puissance de la narration sont telles que le dépouillement général, en fait, ce minimalisme absolu, ça rend ce film d'une ampleur incroyable. Et je trouve que, du coup, j'étais complètement envoûtée. Et la scène d'ouverture, elle est magistrale. Vraiment, au bout d'un quart d'heure, où on se dit... C'est une fausse piste. Et on se dit, on va se faire balader comme ça pendant tout le film. Et vraiment, moi, ça m'a scié. Je ne m'attendais pas du tout à ça. Je sens la moue dubitative d'Étienne Sorin, qui n'a pas été envoûté comme vous. Pas du tout. Non. Pas été sensible effectivement, en vous écoutant raconter le film, ça m'est revenu le côté film qui dure 3 heures. Ça, effectivement, entre-temps, les vacances ont un peu estompé la pénibilité du film. Le fait que ce soit une succession de dialogues à 2 personnes, effectivement, qui expliquent un peu ce qui se passe tout le temps. Donc, au cas où on n'a pas compris, il y a quand même... on perd pas le fil. Et non, mais blague à part, moi effectivement, ça m'a pas du tout passionné autant que toi. Mais c'est un mélo, quoi. C'est un mélo un peu poussif, un peu terne. Mais, Et c'est très beau, parce que ça parle de la mémoire et de la résilience et de la réparation. Il y a quand même des thèmes de faire son deuil. Vous adressez un cœur de brute, ça ne sert à rien, Stéphanie Belpage. Je pense qu'il y a... Alors justement, je suis sûr... Oui, pardon. Non, il y a juste un problème avec la cinématographie hispanique chez Étienne Sorin. Ah non, pas du tout. Oui. Non. Il y a des... Asbestas, par exemple, je me souviens de conversations... Ah, c'est vrai, c'était un film, mais beaucoup plus intéressant quand même que Fermer les yeux, qui, moi, m'a effectivement pas tellement aimé. Stéphanie Belpage, essayez de le convaincre que Ama Gloria, qui va trouver Mélo aussi, est un très beau film. Ah, mais Alors là, je veux dire, si vous avez tous un cœur autour de cette table, vous ne pouvez que pleurer devant Ama Gloria. Et là, vraiment, la semaine de la critique... Au Festival de Cannes. Au Festival de Cannes, a rempli sa mission haut la main, qui est de découvrir à chaque fois un réalisateur ou une réalisatrice. Là, c'est Marie Amachukeli, qui était dans le trio Samuel Théis et Claire Berger, qui avait fait Party Girl, qui avait eu la Caméra d'Or en 2014. Film, ouais. C'était à l'époque Un certain regard. Et là, c'est une déflagration. C'est-à-dire, préparez-vous. Vous allez voir l'histoire d'amour, puisque c'est vraiment ça, entre une petite fille de 6 ans. Ouais. L'actrice, elle est extraordinaire. Ouais, elle a l'air craquante, elle. Ouais. Mais elle est craquante. En fait, déjà, on voit petite fille, ses petits cheveux frisés, ses lunettes. Des grandes lunettes, ouais. Elle a un aplomb incroyable. Barbie, ça, c'est sûr. Ah non, mais elle est... Je n'ai jamais vu une jeune actrice pareille. Et surtout, en effet, de raconter cette histoire d'amour entre cette petite fille de 6 ans... Et sa nounou. Et sa nounou qui vient du Cap-Vert. Et en fait, suite à un drame personnel, elle est obligée de rentrer dans son île. Donc c'est le déchirement, puisque la petite, dont la mère est morte quand elle était bébé, elle a été élevée par cette mère de substitution. Donc, c'est terrible, puisque le père veuf accepte d'envoyer sa fille avec Gloria sur son île, le temps d'un été, pour qu'elle se dise au revoir. Voilà. Donc ça, c'est... Déjà, comment peut-on dire au revoir
à une petite fille qu'on a élevée et qu'on doit s'occuper de ses propres enfants. En plus, elle a ses qu'on propres avait enfants. délaissés pour gagner sa vie en France. En fait, du coup, ses propres enfants ne la reconnaissent pas. Et du coup, et ce qui est extraordinaire dans la mise en scène, je trouve, c'est effectivement cette humanité, cette empathie qu'il y a de filmer le visage de cet enfant toujours en gros plan, c'est-à-dire que le reste est quasiment hors champ pour scruter toutes ses émotions. C'est-à-dire que tout ce qui arrive, on est vraiment à son contact, quoi. Et on est, enfin voilà, il y a tellement de douceur, de pureté, de simplicité. Enfin, je trouve que c'est un geste... Je crois que Étienne Saurin a craqué à fond. Non, vous m'avez convaincu, Stéphanie. Ah, mais d'une grande humilité, en fait. Non. Et pour terminer ce tour, peut-être un mot sur Reality, dans le genre d'actrice qui occupe un petit peu l'écran pendant tout le film. Ah oui. Qui est sorti il y a quelques semaines, il y a 15 jours. Ouais. Mio de Reality, premier film d'une américaine, une metteur en scène de théâtre, Tina Satter. On parlait de lanceuse d'alerte avec les algues vertes. Là, c'est une autre lanceuse d'alerte interprétée par Sydney Sweeney, effectivement, mais qui est passée complètement sous les radars. Reality Winner, qui a un nom improbable. D'ailleurs, la réalisatrice raconte que la première fois qu'elle a entendu à la radio Reality Winner, elle croyait que c'était une gagnante d'une émission de télé-réalité. et voilà, et en fait, pas du tout. C'est une jeune femme qui était militaire d'ailleurs, vétérane de l'US Air Force, et qui travaillait pour une société une base américaine, et qui, pour les NSA, ouais. Voilà, et qui a compris que, pour le dire vite, mais les hackers russes avaient interféré dans la campagne, la présidentielle américaine, qui avait permis notamment l'élection de Trump en 2016. Et en 2017, il y a 2 agents du FBI qui débarquent dans sa maison. Et en fait, le film est très, très bien fait parce que c'est l'interrogatoire, mais le vrai interrogatoire minute par minute du FBI, qui est même surréaliste. On a l'impression de 2 pauvres types qui l'aident à vider ses courses, à s'occuper de ses animaux, voilà, et qui en fait vont la manipuler, ou en tout cas la faire avouer de manière très très sans arme ni violence, quoi. Très subtil. Mais très subtil. Et le film est un huis clos en temps réel quasiment, assez inquiétant et très très bien fait. Ouais, remarquable. Donc très bon film. Alors, on continue sur les films qu'on a aimés ou qu'on va aimer. Je vous propose de passer aux films des prochaines semaines du mois de septembre, les films les plus attendus. Il risque d'y avoir un petit problème en septembre avec une baisse du nombre de films américains à cause de la grève des scénaristes et des acteurs qui ont rejoint aux États-Unis. On en parlera peut-être dans une autre émission, justement, de l'impact de cette grève dont on ne mesure pas peut-être encore tout à fait l'ampleur. En tout cas, ça va être la fête du cinéma français pendant tout le mois de septembre avec beaucoup de films. Valérie Beck, vous avez déjà des envies ou déjà vu des films de septembre que vous nous conseillez ? Alors oui, après je pourrais revenir dessus, mais j'ai beaucoup aimé Le procès Goldman, évidemment, mais là je ne force évidemment pas la seule. Ça, c'est le 27 je serais prête septembre. à parier, très beau film de Cédric Kahn. Qui était présenté à Cannes d'ailleurs. Qui était présenté à Cannes. Alors je ne sais pas si j'en parle, on en parlera après, mais sinon il y a aussi allez-y. Alors, Le procès Goldman. C'est ce fameux procès qui a eu lieu, c'était début 70, et c'est un personnage flamboyant, Cédric Goldman. Pierre Goldman. Pardon, c'est Cédric Kahn. Et donc, il y a eu des cambriolages, il a braqué une pharmacie. Boulevard Charles Noir. Et il y a eu un meurtre. Et lui reconnaît le cambriolage, le braquage, mais ni le meurtre. Il dit « je suis innocent parce que je suis innocent ». Et donc, son procès, qui en fait, je pense qu'en réalité, c'est le 2e procès qui a eu lieu, qui a eu un appel. C'est un procès qui se passe, tout le film se passe en lieu clos, justement, dans la salle de procès. Alors déjà, je trouve qu'au niveau de la réalisation, c'est magnifique, parce qu'on voit les placements de caméra. Il y a un moment, il y a un témoin qui arrive à la barre. Il y a les deux avocats de la défense qui arrivent et qui se placent un peu comme des fauves. Progressivement, c'est presque un pas après l'autre, et il y a la caméra de Cédric Kahn qui les saisit, et on sent qu'il y a un sens du détail que j'ai trouvé juste incroyable. Et puis, mais quel personnage flamboyant, Kahn, parce que il me faisait penser un peu à un personnage presque stendhalien, avec son rêve de gloire, et puis il est à la fois écrasé par le poids de l'histoire familiale, et c'est aussi l'histoire des Juifs en France aujourd'hui, ses parents qui étaient résistants, il y a un rapport au père qui est très intéressant. C'est évidemment un procès politique,
le milieu de la gauche après mai 68. Donc voilà, il y a à la fois de la flamboyance du personnage, donc que je trouve très stendhalienne, il y a cette histoire historique et politique, cette fresque, et il y a aussi ce portrait de l'intime, psychanalyste presque, qui est brillant. Et on ne s'ennuie pas un instant, enfin voilà, on est nourri. Encore un film de prétoire. Donc, un film de prétoire, mais d'une intelligence. C'est Kiechman d'ailleurs qui défendait. L'avocat. Voilà, qui est décédé juste avant. Pendant le Festival de Cannes, je crois, au moment de la présentation. Exactement, juste avant la présentation. Et Georges Kiechman est interprété par. Arthur Harari, encore lui, qui est le compagnon. Donc en fait, il y a quelque part des passerelles comme ça. Moi, ce qui me fascine dans le procès Goldman, qui m'a fasciné et qui continue de me fasciner, c'est aussi la ressemblance d'Arié Worthalter avec Gianmaria Borlante. Il y a quelque chose de très italien, de très sec, de très rude, de très âpre dans ce personnage. Et bien sûr, oui, il est le gangster flamboyant, il s'invente un peu comme ça, une espèce de passé un peu romanesque, mais quelque part, en fait, il est quand même progressivement, par certains détails, rattrapé par le côté minable de la chose, quoi. Mais il est sauvé aussi parce qu'il avait écrit un livre en prison qui était remarquable d'ailleurs, et qui avait été assez apprécié, qui avait eu droit à des critiques dithyrambique, qui rajoutaient à son personnage un peu atypique, alors que c'est un voyou de la pire espèce. Voyou. Et alors, bien sûr, ce qu'on apprendra plus tard, c'est qu'en réalité, les deux pharmaciennes, et voilà, c'est ça, elles sont quand même mortes de sa main. Mais on a eu Battisti qui nous a refait le coup 30 ans après. Apparemment, on n'a rien retenu. Qu'est-ce que vous avez vu à Angoulême qui vous a plu dans les prochaines semaines ? J'ai vu beaucoup de choses. Oui, effectivement, le Festival du film francophone d'Angoulême, c'est toujours un petit rendez-vous qui nous permet de prendre le pouls du cinéma français juste avant la rentrée. C'est cette espèce de balcon comme ça sur la rentrée du cinéma hexagonal qui est passionnante. J'ai justement, pour filer la métaphore du film de procès, j'ai été très marqué par un premier film qui s'appelle Première Affaire, avec Noé Habitat. Alors là, c'est pareil, c'est une histoire... c'est une jeune avocate de 26 ans qui fait dans les affaires financières, et François Morel, qui joue son patron, l'appelle un samedi soir en sortant de boîte en disant « Écoute, j'ai vraiment besoin que tu ailles assister une garde à vue. C'est pas très loin, tu prends la voiture de la société, les clés sont dans la boîte aux lettres, dans la boîte à gants, et en fait, il se trouve que ça c'est requalifié en homicide, et que d'une affaire financière, surtout avec une énorme affaire pénale avec un meurtre, et que cette jeune fille plongée comme ça dans le pénal et dans le procès va naviguer, s'émanciper, et en même temps il y a une histoire d'amour, c'est des désillusions, c'est terrible, c'est très bien fait, et c'est très ramassé. J'ai trouvé ça assez puissant. Et il y avait la petite aussi. Et alors voilà, le film d'ouverture du festival du film francophone, c'était La Petite, le nouveau film de Guillaume Niclou, avec Lucchini et cette révélation, Marat Taquin. Et le film est assez beau. J'ai trouvé surtout, en fait, donc pour resituer l'intrigue, Fabrice Lucchini incarne un vieil ébéniste, misanthrope, solitaire, qui travaille du côté de Bordeaux, le bois, et puis il restaure des meubles, et puis il apprend la tragique disparition de son fils et de son compagnon, qui ont été victimes d'un crash d'avion, et il se trouve que ce couple avait l'envie d'avoir un enfant qui est effectivement porté par une mère porteuse, qui est donc Marat Taquin. Et hébété... En Belgique, puisque c'est interdit en France. Voilà, à Gand, exactement. Et qu'en Belgique, c'est ni interdit ni autorisé. C'est ni interdit ni autorisé. Voilà, il y a une espèce de flou juridique qui fait que... Et finalement, Lucchini, ce qui est bien dans ce film-là, c'est qu'il va prendre sa voiture, c'est un peu le dernier lien avec son fils. Il va aller essayer de convaincre cette mère porteuse de lui confier le bébé. Et évidemment, cette espèce de jeune femme farouche, sauvage, qui ne veut rien entendre, va progressivement se laisser amadouer par Lucchini. Et ce qui est bien dans le film, ce qui est formidable d'ailleurs, c'est que justement, Lucchini est d'une sobriété épatante. Ouais. Un phrasé doux, pas d'effet de style, pas d'effet de manche, pas de bref, émouvant.
il est formidable, et c'est un grand comédien, et il laisse briller cette jeune femme de millefeuille. J'ai trouvé que c'était étonnant et très fort de la part de Lucchini. Stéphanie Belpech, qu'est-ce qu'il y a dans votre besace pour le mois de septembre? Le cinéma français sait faire du film de genre, et moi je cherche... Enfin. Oui, non, mais... et surtout, Yann Gozlan, depuis Boîte Noire, s'est imposé comme le maître du thriller à la française. Et je trouve que là, avec Vision, il réussit encore quelque chose qui est vraiment très intéressant. Avec Diane Kruger et Mathieu Kassovitz, c'est ça, qui sort le 6 septembre, je crois. Oui, c'est ça. Et donc... un couple riche, lui, il est médecin, elle est pilote d'avion, et elle voit ressurgir dans sa vie une ancienne amante, parce qu'elle est bisexuelle. Donc voilà, atmosphère vénéneuse. Oui, c'est vrai qu'on retrouve un petit peu... On retrouve un peu l'ambiance des thrillers parano et érotiques des années 90, genre Basic Instinct, Jeune femme partagerait appartement. Voilà, il y a un petit peu ce côté-là. Adrian Lyne est de retour. Mais Neuf semaines et demie. Non, mais moi j'ai beaucoup aimé parce qu'en plus, bon là, la référence est écrasante à Alfred Hitchcock. Ah ouais. Parce que le chignon, on voit celui de Kim Novak dans Vertigo pendant tout le film, la coiffure de Diane Kruger qui, voilà, il y a des spirales un peu partout. En effet, si on n'a pas suivi, décidément. Mais je trouve que c'est très intéressant parce que c'est un film qui parle de la perception, de ce qu'on voit, de ce qu'on ne voit pas, un peu à la lisière du fantastique aussi, parce que ça joue avec le temps. Moi, ça m'a fait penser aussi aux yeux de Laura Mars. d'Irving Kirchner, et même de Terreur aveugle de Richard Fleischer. Ça ne nous rajeunit pas tout ça. Les années 70, les années 70, où à chaque fois, il y avait toujours une héroïne féminine alors, dans Terreur aveugle, qui ne pouvait pas appréhender son environnement et qui faisait des déductions, et Faye Dunaway dans Les yeux de Laura Mars, qui au contraire avait des prémonitions. Et là, c'est un petit peu ce qui arrive à Diane Kruger. Et je trouvais que vraiment, ça fonctionne pas mal. On ne sait pas ce qui est vrai, ce qui est faux, ce qui est passé, présent ou à venir. Il brouille un peu toutes les cartes et on doit résoudre le puzzle, en fait. Et Inside aussi, je crois, comme film américain, cette fois-ci. Mais, oui, alors américain, mais vraiment ancré dans le folklore indien. C'est ça l'intérêt du film, qui est... Indien de l'Inde, pas indien d'Amérique. Indien de l'Inde. Qui est soutenu par Neon, qui est avec A24, c'est les deux studios qui soutiennent vraiment le film indépendant d'horreur aux États-Unis. Et là, c'est très intéressant, ça m'a fait penser à Under the Shadow, le film de Babak Anvari, qui se passait à Téhéran, et il y avait un djinn qui venait torturer une mère et son enfant. Et là, c'est un récit d'émancipation d'une jeune fille qui veut s'américaniser, parce que ça parle surtout d'immigration et d'intégration. Et donc la génération de ses parents parle encore hindi, elle parle américain, elle veut plus parler, elle est en rupture avec ses parents, et par rapport à une menace, donc un démon du panthéon hindouiste, elle va devoir à la fois se rabibocher avec ses parents et aussi avec les traditions et son héritage. Et du coup, j'ai trouvé que c'était très bien ficelé et surtout très bien interprété, en fait, parce qu'il n'y a que des inconnus au générique, mais honnêtement, ça fonctionne super bien et ça fait très peur, ce qui est rare en ce moment. Il y a 2-3 comédies, Tony, sérieux. Tony en famille, d'un jeune réalisateur. Je crois que c'était rebaptisé Tony tout court. Oui, Tony tout court. Oui. Tony tout court, de Nathan Ambrosioni. Ah oui. Alors c'est un jeune réalisateur de 24 ans, c'est son deuxième film. Le premier, c'était Les Drapeaux de papier. Il avait été le plus jeune réalisateur à avoir l'avance sur recette. Il avait 19 ans, si je ne dis pas de bêtises. Et là, Tony en famille, c'est une chronique familiale qui est d'une justesse, d'une finesse. D'ailleurs, en voyant le film, si on n'a pas vu le nom du réalisateur, on pourrait croire qu'il a été réalisé par une femme quadragénaire, qui est déjà mère de famille, et pas du tout par un jeune de 24 ans, parce que justement, je trouve qu'il a su saisir, et c'est pas du tout caricatural, c'est juste des scènes toutes simples dans la cuisine ou dans une voiture, avec les enfants qui se chamaillent entre eux, qui discutent. Donc c'est une vraie chronique familiale. L'histoire, Tony est une mère qui élève seule 5 ados, pré-ado, et les 2 plus grands vont bientôt partir à l'université.
Mais qu'elle a adopté ou comment elle fait Non, elle les a eus. 5 ans Elle les a eus. Je ne vais pas t'expliquer comment, mais elle les a eus. De plusieurs pères à la fois. Enfin, c'est pour ça qu'il a rien. On peut passer de 4 à 5, Étienne. Quand on voit le visuel, là, ils ont entre 13 et 16 ans. Non, justement, c'est pas du tout. Mais c'est pas le plus important comment elle les a eus. Le plus important, c'est qu'elle est de manière normale, malgré tout. Le plus important, c'est qu'elle est justement. Enfin, c'est même pas une crise. Elle a fait un tube qu'on lui redemande aujourd'hui dans des enterrements de vie de jeune fille, mais elle s'est surtout occupée de ses enfants, parce qu'elle a 5 enfants. Et là, elle se pose des questions. Elle veut, en fait, exister autrement qu'en étant mère. Les enfants grandissent, donc elle pense reprendre des études. Et c'est drôle, c'est solaire. Et c'est avec Camille Cotin. Et c'est avec Camille Cotin. J'aurais dû commencer ou terminer en tout cas par ça. Qui est de tous les plans. Elle est de tous les plans. Elle est d'une grande beauté. Elle a le et qu'on peut voir aussi dans Mystère à Venise de Kenneth Branagh, que j'ai vu, mais elle n'est pas de tous les plans. Mais elle se débrouille très bien au milieu de un très beau casting. C'est un très beau film. Et là, en tout cas, moi, c'est vrai que j'ai été porté, je l'ai vu aussi au Festival du film francophone d'Angoulême, porté par ce film qui est une bulle. En plus, ça renouvelle complètement la comédie familiale. C'est une écriture, c'est très original. C'est Tony qui sort le 13 septembre. Formidable. Étienne Saurin, je vous ai regardé. Quel est le meilleur film de septembre, Étienne Saurin? Le règne animal, le 4 octobre. Et voilà. Allez voir un film de Thomas Caillet en ouverture d'un certain regard à Cannes. Magnifique, sublime, film fantastique. C'est magnifique. Vraiment. Non, mais bien sûr. On peut dire que oui. Vous avez une minute pour me convaincre. Une minute pour vous dire que, d'abord, visuellement, regardez là, on dirait le douanier Rousseau. Visuellement, c'est très très beau. Il y a tout un bestiaire d'animaux. Il faut raconter rapidement que c'est l'histoire du monde dans un futur, où les humains ont commencé à muter en animaux, mais pas tous en même temps. Donc c'est une métaphore de tout ce que vous voulez, toutes les angoisses contemporaines, la destruction du vivant, les migrants, le Covid, la pandémie, de qu'est-ce qu'on fait, des malades ou quoi. Et visuellement, c'est magnifique, avec pas tant de numérique que ça. Donc, c'est là où les Marvel, qui sont quand même des croûtes les 3/4 du temps numérique, peuvent aller se rhabiller, parce que là, c'est en maquillant des comédiens et avec un travail corporel des comédiens, on obtient un résultat fabuleux. Et c'est superbement interprété. Romain Duris et Paul Kircher, l'acteur qui fait l'enfant, est superbe. Non, c'est le plus beau film de l'automne. Je suis convaincu, mais après septembre, donc... Le 4 octobre. Après, vous parliez des comédies. Avant, en septembre, le film de Gondry, Le Livre des Solutions, est... catastrophique. Merci beaucoup. Et à la fois très drôle on n'est pas d'accord. Et pas drôle du tout dans la manière de montrer ce que c'est que la maladie et quelqu'un de maniaco-dépressif. Donc on n'est pas d'accord non plus avec Stéphanie sur le pseudo Hitchcock. Là. Ah bah dites-le quand vous n'êtes pas d'accord. Mais ça fait plein d'autres débats à venir dans les semaines qui viennent. Merci beaucoup à tous les quatre, Olivier Delcroix, Valérie Beck, Étienne Saurin, Stéphanie Belpech. C'est la fin de ce Club Le Figaro Culture spécial cinéma pour la rentrée. La semaine prochaine, nous parlerons de la littérature, de la rentrée littéraire française. D'ici là, je vous souhaite une très bonne soirée et une très bonne semaine.